Je ne suis pas historien. Je suis simplement curieux et passionné par l'histoire d'Amboise, et cette curiosité m'a amené à découvrir des éléments historiques parfois méconnus. J'en ai rassemblé quelques-uns et je vous les propose maintenant. Vous connaissez bien sûr la chapelle Saint-Hubert d'Amboise. Mais connaissez-vous la chapelle Saint-Hubert du Woodlawn Cemetery dans le Bronx à New York? Ce n'est d'ailleurs pas une chapelle, mais c'est un mausolée dans lequel sont enterrés Alva et Oliver Belmont. L'histoire d'Alva Belmont mérite que l'on s'y arrête un peu. Cette Américaine avait passé 2 ans en France durant son adolescence, où elle était même reçue avec ses parents à la cour de Napoléon III. Elle avait écrit avant son retour dans son pays « J'ai le cœur brisé de devoir quitter la France. J'aime tout ici. Sa langue musicale est devenue la mienne. J'ai adoré son art, ses gens, ses coutumes. Je trouve, en revanche, les États-Unis rudes et grossiers. » Elle avait épousé William Vanderbilt, fils de Cornelius Vanderbilt, une sorte de Bill Gates de l'époque. Elle avait eu 3 enfants, dont une fille, Consuelo, qui épousera, contre son gré, le duc de Marlborough, mais c'est une autre histoire. Après avoir divorcé de William Vanderbilt, elle avait épousé Oliver Belmont, un richissime banquier américain. Oliver Belmont mourut en 1908, et elle fit alors édifier cette réplique de la chapelle Saint-Hubert qui fut terminée en 1913, date où il y fut enterré. Elle le rejoindra en janvier 1933, honorée comme militante pour le droit de vote des femmes américaines. La France a commencé la conquête de l'Algérie en juin 1830. Le principal opposant à l'armée française était l'émir Abdelkader. Il a été fait prisonnier en décembre 1847 par le général de Lamoricière, mais malgré la promesse qui lui avait été faite de le laisser partir soit à Alexandrie, soit à Acre, il a été amené en France et a passé 4 ans au château d'Amboise avec sa suite. Il a été libéré le 16 octobre 1852 par Louis-Napoléon Bonaparte qui, depuis le coup d'État du 2 décembre 1851, était devenu prince-président. Mais les 21 et 22 novembre 1852, Louis-Napoléon Bonaparte a organisé un plébiscite qui a débouché le 2 décembre sur la création du Second Empire. Abdelkader a alors écrit au maire d'Amboise, M. Trouvé, je cite, El Hadj Abdelkader a l'honneur de vous demander à exercer le droit des citoyens de France pour la nomination du sultan, c'est-à-dire de l'empereur. Le maire d'Amboise a accepté la demande d'Abdelkader et a reçu le vote de l'émir et de sa suite, mais dans une urne spéciale qui n'a pas été décomptée. J'ai eu la surprise de découvrir, dans un journal londonien daté du 4 décembre 1852, un dessin représentant le vote d'Abdelkader à Amboise, alors que cet événement avait apparemment eu peu de portée en France. Comme beaucoup de villes de son importance, Amboise était fortifiée. Ces fortifications apparurent principalement au XIVe siècle, dans le contexte de la guerre de Cent Ans, et étaient constituées d'un ensemble de tours, de murailles et de portes qui ont presque toutes disparu aujourd'hui. Presque toutes, car certains éléments de ces fortifications existent toujours. Il y a bien sûr la porte de l'horloge, appelée aussi porte de la Masse, et la tour Féalin, derrière l'office de tourisme. Il y a aussi ce mur de fortification rue Racine qui aboutissait à la tour Boileau et qui remonte vers le château. Il y a, au bout de la rue de la Concorde, des restes de la porte des Minimes qui se dressaient à cet endroit. Mais le vestige le plus insolite vous est caché. En 1910, comme vous le voyez sur cette carte postale, vous pouviez voir la tour Cormeret. Malheureusement,
la construction du bâtiment qui héberge aujourd'hui la librairie a entraîné l'enfermement de cette tour. Je dis bien enfermement, car cette tour est toujours là, blottie derrière le rayon des livres d'histoire, comme vous la voyez sur la photo que j'ai prise en 2019. Alors, la prochaine fois que vous irez dans cette librairie, vous aurez peut-être une pensée pour elle. Lorsqu'on se promène dans Amboise, on a du mal à se rendre compte combien la Masse est présente. La Masse est cette rivière qui prend sa source dans la forêt de Chaumont, qui est longue de 23 km et se jette dans la Loire à Amboise. Au XIXe siècle, elle était très présente dans les rues d'Amboise, comme on le voit sur ce plan, mais petit à petit, elle a été recouverte comme ici, quai des Marais, à la fin du XIXe, ou dans l'allée des anciens combattants d'Afrique du Nord dans les années 30. Il faut aussi savoir qu'en 1866, un tunnel fut creusé pour diminuer le débit de la Masse dans Amboise. Ce tunnel, qui commence à côté de Château-Gaillard et qui débouche quai Charles-Guinaud, eut aussi comme effet de faire disparaître nombre de tanneries amboisiennes qui ne pouvaient plus utiliser la Masse, son débit étant devenu trop faible. Voici une photo prise le 18 juin 1843, sans doute la plus vieille photo d'Amboise, par un pionnier anglais de la photographie, William Henry Fox Talbot, et sur laquelle on voit le pont du bras sud qui datait du XIIe siècle. En 1846, une arche de ce pont s'est écroulée et a été remplacée par un pont suspendu. Comme ce pont était étroit et que ses arches et ses piles freinaient le débit de la Loire, on a commencé en 1867 la construction d'un nouveau pont. Cette construction était pratiquement terminée en 1870, mais les Prussiens arrivaient. Et le 12 décembre 1870, on fit sauter ce pont qui n'a jamais servi. Un nouveau pont fut construit et inauguré en juin 1874 et le vieux pont détruit. Le nouveau pont est toujours là en 1940, mais les Allemands arrivent. Alors, pour les retarder, le 18 juin, jour où les pourparlers de l'armistice sont entamés par Pétain, on fait sauter le pont. Les Allemands seront retardés d'une journée, mais les Amboisiens devront attendre 1954 pour retrouver un pont digne de ce nom. Ils auront d'abord un bateau, puis un bac, un pont de bois qui sera emporté par les crues et, en 1944, une passerelle. Les Allemands la feront sauter en août 1944 en se repliant, mais, une fois réparée, elle servira jusqu'en 1954, date de l'ouverture du pont actuel. La carrière de cette passerelle ne s'arrêtera pas tout de suite pour autant, car elle sera installée à Civray, sur le Cher, d'où elle a été retirée il y a peu de temps. À l'endroit où il y a les HLM, aux alentours de la Patte d'Oie, se trouvait en juillet 1940 un camp de prisonniers de guerre. Certains exerçaient leur talent de peintre, d'autres participaient à des pièces de théâtre pour supporter les conditions difficiles de leur enfermement qui dura jusqu'en fin février 1941. Le 25 octobre 1940, en revenant de Montoire où il avait serré la main à Hitler, Pétain a rendu visite aux prisonniers avant de regagner Vichy. Sur la rive sud, il y a sur le toit d'une maison en face du pont une statuette représentant une sorte d'éléphant jouant avec sa trompe. Une ancienne propriétaire de cette maison a découvert que le dessin de cette statuette avait été réalisé par Eugène Viollet-le-Duc pour le château de Pierrefonds. On peut en effet voir dans ce château, à un emplacement similaire, une statuette qui, bien que très proche, ressemble moins au dessin de Viollet-le-Duc que celle d'Amboise. La raison de la présence de cette statuette est inconnue. D'abord, la construction de la maison qui l'héberge date du début du XXe siècle, c'est-à-dire plus de 20 ans après la mort de Viollet-le-Duc. On sait par ailleurs que Viollet-le-Duc a travaillé sur les vitraux de la chapelle Saint-Hubert pendant la restauration de Louis-Philippe, mais c'était avant 1848.
Une autre piste pourrait être le sculpteur Adolphe Victor Geoffroy de Chaume. C'était le sculpteur de Viollet-le-Duc pour lequel il a réalisé, entre autres, les statues de Notre-Dame. Mais c'est aussi lui qui, vers 1880, a sculpté le tympan de la chapelle Saint-Hubert, qui a remplacé la rosace que Louis-Philippe avait fait poser. Aurait-il un lien avec cet éléphant? Mystère! Vous avez peut-être remarqué à l'entrée de Chargé ce bâtiment en briques. Ce bâtiment est un vestige d'une ligne de tramway qui a fonctionné entre le 15 octobre 1913 et le 31 décembre 1933. Cette ligne allait, entre autres, de Cléry à Amboise. À Amboise, la gare était située, au début, à l'emplacement actuel de l'office de tourisme, mais dans les années 30, on décida de la déplacer et on la transporta au pied du château où elle était toujours quand le tramway a disparu. Les causes de la disparition de cette ligne de tramway sont apparemment dues à l'évolution du coût du prix de l'électricité qui rendait encore plus difficile une exploitation qui n'a jamais été vraiment rentable. Philibert Babou était le surintendant des finances sous François Ier. Il s'est fait enterrer dans la chapelle de Bon-Désir, près du château de la Bourdesière à Montlouis, avec son épouse. Dans cette chapelle, il avait fait réaliser cette mise au tombeau qui, après la fermeture de la chapelle en 1780, a été transférée dans la collégiale Saint-Florentin au château d'Amboise, puis dans Notre-Dame-en-Grève que l'on appelle aujourd'hui Saint-Florentin, d'où, victime des moisissures dues aux diverses crues, elle a été déplacée dans l'église Saint-Denis, elle se trouve aujourd'hui. Bien que cette théorie ne fasse pas l'unanimité, il se pourrait que Babou ait fait représenter des personnes de sa famille et de son époque par les sculpteurs de cette mise au tombeau. Ainsi, le Christ serait François Ier, Babou serait Joseph d'Arimathie et la Vierge Marie serait la femme de Babou, Marie Gaudin. Mais ce n'est pas la seule représentation supposée de Marie Gaudin dans l'église Saint-Denis, car à quelques mètres de la mise au tombeau se trouve la statue dite de la femme noyée qui est supposée la représenter. Cette statue provient de la même chapelle de Bon-Désir, mais, après un séjour à Notre-Dame en Grève Saint-Florentin, a été déplacée au château. Arsène Housset, l'inspecteur des monuments historiques qui est à l'origine de la découverte de la tombe de Léonard de Vinci, a voulu son transfert car il souhaitait qu'elle soit exposée au château. La guerre de 1870 contre les Prussiens changea ses plans et la statue fut entreposée sous la chapelle, endroit où cette photo fut prise. Dans les années 1890, le musée du Louvre montra un certain intérêt pour la statue en demandant à la ville d'Amboise, qui en était propriétaire, de l'échanger contre les tapisseries qui auraient servi à décorer la nouvelle mairie. Mais il y avait un problème. La statue était entreposée au château qui venait d'être racheté en 1895 par le duc d'Aumale. Le maire d'Amboise a alors envoyé une délégation au duc d'Aumale à Chantilly en lui demandant de restituer la statue. Celui-ci a accepté en exigeant toutefois qu'elle ne quitte jamais l'église Saint-Denis où elle se trouve depuis.